Bonsoir, heureuse de vous retrouver avec la petite équipe qui veille sur vos nuits et qui va vous accueillir chaleureusement au 39 21 jusqu'à 1h ce soir. C'est Justin et Quentin qui sont au bout du fil et c'est Fabrice Fougerouz qui réalise cette émission. Vous pouvez également nous envoyer vos courriels sur le site europe1.fr ou nous faire part de vos messages au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Alors des courriels, justement, Marido qui me dit pour une rare fois ce soir, je vous écoute en direct du Québec parce que c'est congé aujourd'hui. Nous célébrons la fête de la Reine ou la fête des Patriotes, c'est selon. Il me dit quand venez-vous nous visiter, moi et mon chat Polo, qui est l'ami Facebook de Moumoun. Décidément, quel succès ce Moumoun, il a des amis un petit peu partout grâce à la page Facebook de l'émission. Marido qui embrasse tous les amis de la nuit. Il y a également Lily qui écoute en podcast depuis Montréal où elle séjourne avec grand bonheur. Elle dit les insomnies liées au décalage horaire ne me gênent pas. J'écoute la libre antenne et tout va bien. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Chifa. Bonsoir. Bonsoir, ça fait très longtemps, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais vous m'avez demandé de rappeler, et je n'ai pas rappelé, ça fait au moins 2 ans. Oui, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Oui, et je me rappelle la dernière fois, on avait parlé du handicap et des études. C'est vrai que c'est vraiment passé quelque chose. Bon, alors, repréciser un petit peu, parce que peut-être pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, Chifa, du handicap, c'est-à-dire il y a beaucoup à dire. Même moi, je me perds, je vais essayer d'y arriver. Une petite introduction. Je voulais toujours faire des grandes études. Le problème, c'est qu'on m'a... Au collège, déjà, ils m'ont mis dans une section spécialisée pour enfants en difficulté. Alors que dans cette voie-là, elle est très limitée. Donc, je me suis battue et on m'a pas écoutée. Ensuite, j'ai passé des examens. J'ai passé un CAP et j'ai quand même réussi. Et ça a été très, très difficile. Très, très, très difficile. Mais c'était pas ma voie, parce que comme ils m'ont coincé, donc je voyais pas quoi faire. Et par la suite, j'ai appris qu'il y avait la capacité en droit sans le bac. Comme je n'ai pas pu l'avoir, donc je l'ai passé. Et je passe. Bon, l'année dernière, j'ai failli y arriver. J'ai réussi les écrits, mais j'ai pas pu me rendre aux euros. Et ça, c'est vraiment, ça montre qu'il y a quelque chose qui cloche. Et justement, actuellement, je suis en train de le soigner. Et je viens de le découvrir seulement depuis 2 mois, que je suis en dépression depuis très 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 longtemps. Ouais, je suis en dépression parce que y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. Déjà par rapport au handicap qui n'a pas été traité correctement, qui n'a pas été pris en charge, plus la disparition. Bon, alors qu'il y a un handicap visuel, hein? Comment? Qu'il y a un handicap visuel. Non, c'est auditif. Auditif, c'est ça, d'accord. Pardon. Oui, il faut le repréciser pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute. Oui. Ouais. Ça se mélange tout dans ma tête, excusez-moi sur ça. Oui, c'est un handicap auditif. Je suis pas sourde, je suis malentendante et j'ai été reconnue cotorep seulement à 19 ans. Donc ça veut dire que bien avant, j'allais aux examens sans mes droits, sans savoir ce que ça voulait dire être sourde. Parce qu'avant, être malentendante, je savais pas ce que ça voulait dire puisque j'entendais. C'est pas comme si j'entendais pas du tout. Oui. Mais il y a ce qu'on appelle des symptômes, il y a des séquelles, il y a un préjudice quand même très très lourd. Ça isole beaucoup, hein, ça handicape, surtout pour poursuivre dans la vie de tous les jours, mais en plus poursuivre des études, évidemment. Oui, on est lent, on a du mal à lire certaines choses.
Et moi, j'ai le tiers-temps, par exemple. Quand je passe les examens, j'ai plus de temps que les autres. Oui. Dernièrement, j'ai eu 3... On a une épreuve de 3 heures, j'ai eu 4 heures. 1 heure de... Oui. Et bonne nouvelle, j'ai réussi là, comme je suis en examen actuellement, j'ai passé les écrits, j'ai eu une très bonne note. J'ai réussi et là, je suis en train de me préparer aux oraux. Ah, mais c'est formidable, ça. Ouais, une très bonne note, 14 et 15. En effet, ce sont vraiment de très bonnes notes, oui. Ouais. Et ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que, ça je tiens à le dire, avant d'aller vraiment droit au but, il s'est passé un événement assez surprenant l'année dernière. J'ai pas pu me rendre aux euros parce que j'étais morte d'angoisse. Parce que comme en 2003, j'ai vécu une crise de panique et ça me poursuivait encore. Donc j'étais dans l'incapacité physique de me rendre aux examens. J'ai réussi les écrits, mais les oraux, j'ai pas réussi, j'ai craqué. D'ailleurs, j'étais à l'hôpital, j'ai passé une nuit, on m'a donné des médicaments. Après, j'ai essayé de... Enfin, voilà. Et par la suite, quand je suis sortie de tout ça, de tous les examens, je me suis rendu compte que ma surdité, elle a augmenté. C'est-à-dire que la surdité, elle a diminué un peu. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Et ça s'est vérifié par des examens médicaux. Et en fait, ça c'est confirmé, mais pas juste dans les bip-bip, pas, vous savez, les examens, parce que 2 examens auditifs, deux types. Il y a les bips, là, les sonores, et puis les mots. En fait, au niveau des bruits sonores, on a vu une amélioration. Bon. Ouais. Et donc il y a une récupération qui s'est faite. Voilà. Et même quand je travaille actuellement, je sens que je vis moins le handicap. Vous sentez un mieux-être. Ouais. Bon, mais il y a beaucoup de bonnes nouvelles, hein, dites-moi. Ouais, beaucoup de bonnes nouvelles. Plus, donc là, vous avez donc repris des études, passé cette capacité. Vous êtes en première année de droit. Voilà. Oui. C'est pas évident. Ben non, mais il faut vous accrocher. Il faut s'accrocher et c'est pas évident. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que j'ai découvert que j'étais en dépression. Alors que je savais très bien qu'il y avait une grande souffrance chez moi, mais je savais pas c'était quoi. Je faisais pas mal de médecine douce, etc., etc. Ça me pesait un peu. Et en fait, comme j'ai passé les examens, qu'est-ce qui m'a décidé d'aller voir un psy et de le suivre assez régulièrement, parce que j'ai du mal, hein. C'est parce que j'ai passé, l'année dernière, j'ai passé les examens dans un état vraiment de souffrance, de pleurs, de larmes. Des fois, je téléphonais à mes amis, je leur disais, j'en peux plus, j'ai plus de force, je sais pas ce qui m'arrive, pourquoi c'est comme ça. Je sentais qu'il y avait un blocage chez moi. Je savais qu'il y avait un blocage, mais je savais pas d'où ça venait. Je pensais que c'était un blocage dans la tête, que c'était moi j'ai l'impression d'être une imbécile, et que c'était moi qui avait créé ça, je sais pas. Et en fait, finalement, bonne nouvelle, c'est pas si grave que ça, mais bon, au moins on pose un nom sur ça. Et je suis en dépression et puis je commence à en sortir. Je sens que je commence à me pèse moins. Le traitement, il a mis du temps à se mettre en place, parce que là, je prends du. Vous donnez pas un traitement d'antidépresseur. Ouais. Oui. Ça me gêne pas de le dire. Hein. Non, mais c'est pas que ça vous gêne. Il n'y a pas de honte à prendre un traitement d'antidépresseur, mais on ne fait pas de publicité pour les médicaments. Donc, je voulais pas que vous donniez le nom du médicament. C'était bien sûr qu'il n'y a pas de honte à prendre un traitement d'antidépresseur. Hein. C'était pas dans ce sens-là. C'était pour pas donner le nom du médicament à l'antenne. Voilà. D'accord. Et parallèlement, donc, vous faites une thérapie un peu. Vous avez un soutien, voilà. Je suis une thérapie. Là, avec les examens, j'ai pas beaucoup de temps d'aller voir la psy. En plus, c'est une psychiatre et psychanalyste. Oui. Cette année, j'étais bien soutenue par même mon médecin, mes amis. Enfin, vraiment, j'ai eu pas même les profs. Hein,
parce que j'ai même mon prof là qui m'a écrit, il me dit oui, vous avez une bonne nouvelle, vous avez une bonne note, venez. Ils ont peur que je fasse comme l'année dernière, quoi. Ils ont peur que, hop, j'ai eu les écrits, je viens pas aux euros, que je me décourage. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à me sortir de toutes ces choses extrêmement lourdes qui me faisaient peur, l'absence de ma mère, ça m'a tuée, hein, vraiment, Ça ne vous a pas tué puisque vous êtes là. Enfin, oui, au sens figuré. En fait, le problème, c'est qu'il y a deux choses qui sont mélangées. En même temps, il y a eu la mort de ma mère et puis il y a eu le problème du handicap. Donc, oui. Et ma mère, elle connaissait bien un peu le problème. Donc, vous vivez un handicap sans en parler, toute seule. Et puis, le problème, c'est que quand j'avais peur, des angoisses, tout ça, je me renfermais sur moi-même au lieu d'aller en parler. Quand j'avais des questions, des angoisses, je le gardais que pour moi-même, alors que normalement... Vous avez perdu votre mère, vous étiez adolescente, hein, c'est ça? Vous aviez 15-16 ans? Ouais. Oui. Ouais, ce qui a été le plus difficile, c'est quand on est seul et qu'on a plein de questions et plein de peurs et qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a personne pour vous répondre. Votre père n'était pas présent? Comment? Votre père n'était pas présent? Si, il était présent, mais bon, comme il est vieux et âgé, il n'est pas toujours là non plus. Donc, depuis la mort de ma mère, j'essaie de protéger la famille, de ne pas en rajouter une couche. Voilà. Et donc, actuellement, la bonne nouvelle, c'est que j'ai accepté, et j'ai enfin réussi à accepter l'absence de ma mère. Mais je l'ai, je sais que ma mère, aujourd'hui, elle est avec moi. Enfin, elle n'est pas physiquement avec moi, mais aujourd'hui, j'arrive à détourner la situation autrement. Qu'il y a une présence bienveillante peut-être à l'intérieur de vous. Voilà. Oui. Voilà. Continue, une présence protectrice que vous pouvez... Voilà. Avant, j'étais malheureuse, hein, complètement malheureuse. Je voulais même plus vivre. Il y avait un grand vide, oui. Un grand vide. J'avais l'impression d'être morte, comme si j'étais quelque chose de morbide, quoi. Et d'ailleurs, je pouvais même pas imaginer que je pouvais être en dépression puisque je suis quelqu'un de passionné. Alors, je suis quelqu'un de passionné, je m'intéresse à plein de choses. Oui, et puis le handicap masquait tout aussi, Chifa. C'est vrai que je me souviens, vous ne parliez que de cet aspect-là. Et on peut comprendre, hein, parce que ça avait des répercussions considérables sur votre vie. Donc vous pensiez à ce moment-là, c'était soit... vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas avancer à cause de cela, mais vous aviez du mal à mettre des mots sur cette souffrance. Oui, il y a deux gros traumatismes. Hein. Et comment? Oui. C'est qu'il fallait gérer seul. Enfin, oui. Le handicap qui fait que pendant des années déjà, vous ne savez même pas ce que c'est. Vous ne savez même pas... Vous savez pas comment ça se manifeste. Et puis vous ne connaissez pas vos droits en plus. Plus l'absence de ma mère, j'étais effondrée. Je me disais... Moi, j'étais malheureuse, j'étais dégoûtée, j'étais en colère. J'avais vraiment une rage en moi, une colère. Parce que je me disais, de toute façon, je ne vois pas comment je peux m'en sortir, parce que tout est contre moi. Et en fait, la vie, elle m'a bien répondu cette année. J'ai rencontré les bonnes personnes. Vous étiez prête aussi à un moment à cela aussi. Peut-être. On sent aussi à quel point vous êtes différente dans votre façon de vous exprimer. Il y a moins de colère, c'est-à-dire la dépression, c'est aussi parfois de la colère qu'on retourne contre soi, hein. Donc vous avez pu... C'est ça qui les écrase en plus d'ailleurs. Oui, donc vous avez pu aller en parler, aller l'exprimer. Je vous remercie beaucoup, Chifa, d'avoir pris la peine d'appeler pour me donner de vos nouvelles, d'autant que je me réjouis de savoir que vraiment vous avez évolué comme ça de façon aussi constructive. Il y a Lali d'ailleurs qui dit: j'admire votre détermination. Accrochez-vous, vous allez réussir.
croyez en vous. Bon courage à vous, Lali, qui vous embrasse. Et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, parce que c'est, comme vous dites, maintenant, il y a ce... Vous reprenez espoir, confiance en vous, et puis cette mère qui vous manquait tellement, vous la portez en vous. Vous l'avez un peu intériorisée, on dit, en une présence comme ça à l'intérieur, bienveillante. C'est la guérison, on va vers la guérison, ça me réjouit beaucoup. Il a fallu que je sois en examen pour subir autant de transformations. Je suis pressée que les examens se terminent pour savourer ça, quoi, parce que j'ai un peu de mal là. Parce que là, il faut se concentrer. Ah ben ça, c'est une période difficile, oui, les examens, mais pour tout le monde, Chifa. Hein, et là, forcément, d'autant plus pour vous, mais vous serez d'autant plus fiers de votre réussite. Bientôt, oui. Bon courage alors. Là, j'ai de tout ça, de toutes ces transformations, et puis j'encourage les gens à garder espoir, même si je sais que c'est pas facile dans des périodes existentielles là, de beaucoup de gens. Merci Chifa, au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Zaz l'a fait. Bonnes vacances à First Lisa, qui est au bord de la mer, la chanceuse. Bonsoir Hélène. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, ça va. Excusez-moi si je vais un petit peu bafouiller. Il n'y a pas de souci. Je suis un peu stressée aussi. Ça m'arrive aussi, rassurez-vous. Non. Mais en fait, je vous appelle pour avoir un conseil parce que je ne sais pas trop comment me comporter avec mon mari qui lui-même dit qu'il est en train de s'autodétruire. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, c'est-à-dire qu'il a eu un cancer il y a 10 ans, testicule, qui a été très bien soigné, il a été suivi, et l'année dernière, on a appris qu'il avait un deuxième cancer, parce que c'est pas une récidive, c'est un deuxième cancer sur l'autre testicule. Donc rebelote, chimio, maintenant tout est réglé. Mais lui pense que les répercussions sont maintenant, c'est-à-dire qu'il sort tout le temps, il est jamais à la maison, il va un petit peu s'enivrer dans des fêtes avec des amis éphémères qui sont ses meilleurs amis du moment en fait. Mais il a toujours été comme ça depuis que je le connais. On est toujours beaucoup sortis et il s'est toujours entouré de personnes qui pouvaient entre guillemets contrôler, où il pouvait un peu se sentir aimé aussi parce qu'il a toujours été en recherche d'amour. Donc voilà, et donc aujourd'hui on a une famille malheureusement entre guillemets parce que on a un petit garçon de 2 ans. Qu'on a eu avec une FIV. Donc ça, si ça peut donner espoir à des personnes, ça marche très bien avec les paillettes qu'on avait congelées il y a 10 ans. Donc ça s'est très bien passé, le petit garçon est en pleine forme. Mais maintenant, c'est mon mari qui part de la maison pour faire la fête. Il part, là il est parti à Cannes 4-5 jours avec des potes. Voilà, donc nous on est à la maison. Et en fait, il s'occupe pas de son fils, quoi. Enfin, il s'occupe pas quand il a vraiment voulu. Oui, il s'occupe pas quand il est présent. Il s'en occupe, si. Non. Il va peut-être lui faire des chatouilles pendant 5 minutes, mais après c'est tout. Donc il n'est pas plus présent que cela pour cet enfant. Non. Il l'adore, mais il ne sait pas trop comment. Alors, bien sûr, peut-être que moi, du coup, je suis un peu trop fusionnelle avec lui, puisque je me retrouve tout le temps toute seule avec lui. Donc, du coup, c'est moi qui m'en occupe le plus. Du coup, mon fils se tourne vers moi quand il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, parce que vous me dites, le deuxième cancer qu'il a eu, il remonte à... L'année dernière. Oui. Donc, en juin. On a appris ça en mai-juin. Donc, votre petit garçon avait 1 an. Oui, c'est ça. Donc, au début, oui, alors ça peut expliquer aussi à ce moment-là que ça ait un peu entravé le lien qu'il pouvait construire avec lui, puisque lui était dans la maladie à ce moment-là. Voilà.
Mais il n'a jamais montré, en fait, il a toujours dit je suis le plus fort, c'est moi qui vaincrai la maladie, je ne suis pas malade. Bon, il y a plusieurs niveaux, hein, on peut pas tout prendre en considération. Par rapport à ce que vous me dites là de ces virées entre copains. Peut-être que vous me parlez d'autodestruction. Est-ce qu'il n'a pas besoin, au contraire, est-ce que ce ne sont pas, au contraire, des pulsions de vie, là ? Quand on est passé par une phase comme ça, où on a été touché par la maladie, avec tout ce que comporte cette maladie, de la chimiothérapie, il a eu de la radiothérapie, enfin, les passages dans les hôpitaux, finalement vouloir après être un peu dans l'excès, dans les sorties, dans les virées. En plus, ça n'a pas touché n'importe quel organe, ces organes génitaux, le fait d'être entre hommes, d'être dans des sorties entre hommes, il a peut-être besoin aussi d'être dans un univers comme ça masculin pour au fond redorer un peu sa masculinité en ce sens il peut avoir le sentiment qu'elle a été atteinte. Oui, c'est vrai. Mais après, il regrette. Mais ça, c'est pas ça. Oui, certainement qu'il doit culpabiliser et beaucoup par rapport à vous. Mais si vous voulez, ça a touché. Il est sorti stérile. Ah c'est depuis 10 ans. Hein. Eh oui. Mais oui, mais c'est pas rien. Oui, c'est vrai. C'est pas rien tout ça. Ça touche quand même, et même le traitement, ça touche symboliquement, et pas que symboliquement, physiquement et symboliquement, ça touche aussi sa virilité. Donc ces virées entre hommes, elles peuvent aussi, dans notre jargon de psy, on dirait le renarcissiser, être besoin d'être dans un monde masculin, si vous voulez, besoin d'être dans ce qu'il pense avoir perdu. Enfin, voyez, de se confronter un peu à ça, de se rassurer sur ce plan-là aussi. D'accord, mais c'est pas forcément. Moi, je vois pas forcément quelque chose d'autodestructeur. Évidemment, pour votre couple et pour votre famille, c'est embêtant s'il y a pas de. C'est-à-dire qu'il y a un dosage, il y a un équilibre à trouver. Il faut qu'il puisse y avoir du temps passé avec vous. Ça peut être une phase de transition. Et ça fait depuis 15 ans que je le connais, ça a toujours été comme ça. Hein. Et je pensais justement, parce que c'est lui qui voulait avoir un enfant, évidemment à tout prix, et je pensais que ça se calmerait, justement, avec l'arrivée de la construction de sa famille. Oui, mais alors c'est là où je m'interroge, parce que vous me dites ça fait 15 ans que vous êtes avec lui et ça fait 15 ans qu'il est toujours dans des virées comme ça. Voilà, mais moi aussi j'étais comme ça, hein, c'est sûr. Et c'est pour ça que je n'étais pas forcément pour avoir un petit garçon, parce que je savais qu'il était aussi un peu égoïste, égocentrique, et bon, moi aussi. Et que j'allais devoir assumer. Mais je pensais que ça changerait. Puisque c'est lui qui voulait. Vous pensez que la construction de votre famille, l'arrivée d'un enfant, allait le changer? Voilà, allait le calmer. Et donc, mais la grossesse, non, je l'ai vécue toute seule. Bon, mais ça, je peux comprendre. Les femmes, souvent, on dit que les hommes ils deviennent pères à la naissance, hein. Pour certains hommes, oui, c'est quand l'enfant est présent. Là, beaucoup d'hommes, c'est quand l'enfant est vraiment là, qu'il se crée un lien avec cet enfant. Oui. C'est ça. Après, j'ai allaité pendant 6 mois, donc ça aussi, alors, ça crée un lien. C'est plus compliqué pour le père de trouver sa place, oui, parce qu'il y a un lien très fusionnel à ce moment-là entre la mère et l'enfant, d'autant plus quand elle allaite, hein, puisque le père forcément ne peut pas donner les biberons. Enfin, il y a quelque chose de très très fusionnel. Oui, et puis après, il y a eu très vite, malheureusement, ce deuxième cancer, hein, quand même. Oui, c'est ça. Il y a eu la maladie qui a fait à nouveau irruption, hein. Oui, c'est sûr.
Mais bon, maintenant il est guéri. Donc qu'est-ce que vous pensez? Il est guéri, oui, mais est-il guéri complètement dans sa tête? Dans sa tête, non. Et lui-même le dit aujourd'hui que c'est à cause du cancer qu'il est comme ça. Mais je pense qu'il faut le croire. Mhm. Je pense Donc qu'il y a vous pensez cette que je devrais menace le laisser qui... vivre comme ça? Bah, écoutez, c'est-à-dire que si vous avez le sentiment que ça peut représenter une certaine menace quand même pour votre couple. Apparemment, pour votre couple, ça n'en posait pas. C'est plus vous vous inquiétez pour... Ah bah maintenant oui, mais le problème c'est que je me rends compte que finalement je suis mieux sans lui parce que je m'inquiète souvent. La nuit il part. Bon, je sais tout le temps qu'il fait pas forcément des bêtises. Je sais avec qui il est à peu près. Mais parfois j'ai la police qui m'a appelé. J'ai peur d'accident. La police vous appelle pourquoi? Bah il a été arrêté il est en garde à vue pour alcoolisme par exemple. Il s'est fait arrêter en sortant d'une boîte de nuit, enfin des choses comme ça. Mmh. Oui, donc des fois à 9h du matin, quand on reçoit des coups de téléphone, ça arrivait 2 fois. Bon, moi je dois partir au travail, j'ai la crèche, j'ai ma routine. Hein. Et il s'alcoolise uniquement dans ces moments comme ça avec ses amis? Oui, c'est tout. Oui, c'est juste dans ces moments festifs. Oui, voilà. Alors on a essayé aussi de faire bon, il a essayé de voir un alcoologue. Oui. Il a eu un petit traitement. Bon, ça nous a pas trop convenu parce que c'était un légume. Vraiment, c'était horrible. Il se sentait vraiment pas bien. Pourquoi? C'était un traitement. Ça le rendait légumineux. Il bafouillait, il pouvait pas manger. Ça lui convenait pas en tout cas. Alors il faudrait peut-être revoir avec le médecin. C'est que les doses étaient peut-être un peu trop fortes. Oui. Mais en fait, non, il lui a donné un antidépresseur. Et qu'il rendait dans cet état-là? Voilà. Oui, mais ça, c'est pas normal, hein. Un antidépresseur, au contraire, c'est fait pour stimuler l'humeur. Alors, il peut y en avoir, ou si vous voulez, certainement qu'il devait avoir aussi un effet anxiolytique. Peut-être. Oui, en général, quand il y a dans les problèmes avec l'alcool, on donne et c'est couplé avec un anxiolytique. Oui, mais peut-être que là, à ce moment-là, la dose était trop forte. Et il aurait dû en parler avec ce médecin pour diminuer un peu les doses, parce que s'il était dans cet état-là, je comprends qu'il a arrêté parce que c'est pas du tout agréable. Le but, c'est pas qu'il soit complètement apathique et ça va pas. Il pouvait plus se lever presque. Oui, ça va pas. Il faut qu'il continue à avoir une activité, parce que c'était bien qu'il ait fait une démarche. Oui, et puis qu'il aille parler, je pense, au-delà de cela, par rapport même à cette démarche, déjà peut-être d'être aidé sur un plan médical, mais de parler de ce qu'il ressent, comment il vit. Voilà. Comment il vit, c'est-à-dire, puisque comme il dit, au fond, tout ça, c'est lié à la maladie, qu'il parle de tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Parce qu'il y a toujours une origine à cela. Oui. Et puis il y a aussi, il y a son histoire avec son père, ses parents qui ont divorcé, le père il a toujours recherché son amour. Donc on a discuté tout ça. On sait qu'il a des boulets de l'enfance qu'il traîne. Enfin moi je le sais, puisque je vous écoute beaucoup. Je sais que l'enfance, ça a vraiment des séquelles sur la vie d'adulte. Mais je n'arrive pas à lui faire le déclic d'aller parler avec quelqu'un. Parce qu'on en parle entre nous, il en parle avec ses amis éphémères. Bon, mais c'est mères, c'est-à-dire éphémères, parce que c'est des cycles. Hein. Éphémères. Il a un meilleur ami. Oui, il a toujours un meilleur ami qui va durer pendant 2-3 mois, et puis après il va changer. Mais alors justement, le psychologue lui a dit, c'est parce que dans son enfance, comme il était tout le temps avec sa mère, il n'a pas non plus vécu beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, il recherche des nouveautés, il recherche l'adrénaline. Des sensations nouvelles. Voilà. Donc il avait quand même commencé un travail. Séances. Oui, 2-3 fois. Ça serait bien qu'il continue. Mais il veut pas. Hein. Il dit oui, mais il faut qu'il soit plus intelligent que moi parce que je le contrôle.
Et ça marche pas. Mais il a eu que 3 fois. Donc je lui dis mais ça prend des années, des années. C'est souvent le problème des personnes qui sont dans une dépendance. On entend souvent ce discours-là, de dire moi de toute façon je sais, et donc le psy il a intérêt à être sacrément intelligent parce que moi je sais très bien et Voilà. il faut je contrôle, je le contrôle. Enfin c'est toujours le même discours qui revient face vis-à-vis des personnes qui sont dans une dépendance. Le psy n'a qu'à bien s'accrocher. J'aurai le dernier mot. Oui, et je lui dis ce que j'ai envie de dire. Ça va avec le déni, bien sûr. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ce qui est vrai. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Donc, ça veut dire que derrière, on ne peut pas faire de véritable travail s'il n'y a pas de motivation. Voilà, c'est ça. Alors, si on veut accéder aux racines de la dépendance, il faut que la personne soit d'accord pour entreprendre ce travail. Sans elle, on ne peut rien faire. Exactement. Il n'y a pas eu de déclic encore. Il n'a pas ce besoin d'aide. Mais bon, il y a des éléments. Peut-être que vous pourriez aussi quand même mettre l'accent sur la relation qu'il a avec vous déjà, parce que dire que vous en parlez de vous, c'est-à-dire il ne s'agit pas de l'accabler, lui. Ne pas tenir des propos, ce que vous ne faites pas d'ailleurs. Je l'entends. Si. Je lui fais beaucoup de reproches. Là, ce soir, justement, j'ai été un petit peu dure parce que mon fils a de la fièvre depuis 3 jours. Il est à 39,4. Et puis, mon mari, il est dans son hamac en train de boire une bière. Donc ça m'a énervée. Et donc je lui ai dit je suis pas une infirmière, je ne suis pas ton infirmière. Moi j'ai aussi des problèmes au quotidien. Toi il est rentré de Cannes hier soir après une semaine. Et puis là, il est reparti voir un ami. Donc, j'ai été un petit peu dure ce soir. Donc, c'est pour ça que je vous ai appelé aussi, parce que je regrettais d'être parfois un peu dure, en lui disant, maintenant, il faut être honnête avec toi-même aussi, et aussi avec nous. Si tu n'as pas envie de rester avec ta famille, si tu n'es pas heureux comme ça, mais va chercher ton bonheur ailleurs, à la limite, mais ne nous fais pas souffrir, parce que moi, je suis en attente aussi, quelque part. Non, mais vous avez le droit de lui dire que vous êtes en attente. Attention de ne pas provoquer ce que vous ne désirez pas et ce qu'au fond, lui ne désire pas non plus. Oui. C'est-à-dire pas lui dire si tu n'es pas heureux avec nous, pars et tout ça. C'est pas ce qu'il. Le problème, il n'est pas là. Il est dans une quête. Il va une quête de sensations fortes. Je reçois un message de First Lisa qui dit c'est comme s'il voulait brûler la vie par les 2 bouts. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien avec vous. Mais il y a des choses de son histoire qu'il doit régler. Ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter et tout supporter parce que vous n'êtes pas sa mère. Donc, il ne s'agit pas de tenir des propos où vous l'accablez, où vous le dévalorisez, parce que ça, effectivement, ça va le faire fuir. Simplement, vous pouvez dire, vous, ce que vous attendez, parce que sinon, au bout d'un certain temps, s'il y a des choses qui ne bougent pas, la relation va devenir intenable. Parce qu'après tout, vous avez le droit aussi de ne pas vouloir vivre avec un homme qui est sans arrêt absent, ou même quand il est présent, n'est pas là. Ah oui, mais c'est un ado. Bon, alors, d'autant plus qu'il y a maintenant un enfant et qui, lui, va avoir besoin de son père. Le risque, et vous en avez conscience, Hélène, c'est d'être dans une relation fusionnelle avec votre fils. Et donc, effectivement, de tenir, puisque vous avez fait comme ça jusqu'à présent, le père, votre compagnon à distance. Vous vous occupez de votre fils et puis le père est là sans être là. Donc, d'autant plus que ce schéma-là, il le connaît très bien, votre compagnon. Oui, mais alors j'ai fait des tests justement de partir, de laisser une journée, mais en fait, il s'en occupe pas vraiment. Enfin,
questions d'hygiène, il s'en occupe pas, enfin des choses comme ça. Vous voyez, il fait que s'amuser. Oui, mais ce schéma, vous me l'avez dit Oui. vous-même brièvement, il a toujours recherché l'amour de son père, il a Oui. toujours, il ne sait pas bien ce qu'est un C'est père, ça, il n'a pas le modèle. ce qu'est être un père, il n'a pas de modèle. En revanche, il a eu une mère et eh bien, vous prenez cette place-là. Donc Voilà. vous êtes la mère de son enfant et d'une certaine façon vous êtes aussi pour lui sa mère. Enfin, vous tenez cette place-là qui doit tout comprendre, tout accepter. Donc attention à ça parce que c'est vrai que là ça va être un rôle un peu aliénant pour vous. Donc vous avez raison de dire là que vous n'avez pas envie de jouer ce rôle-là parce que c'est pas bon pour votre couple et c'est pas bon non plus pour votre petit garçon. En tout cas, que vous, c'est pas ce rôle-là que vous voulez jouer. C'est pas facile parce que vous l'avez d'une certaine façon fait pendant 15 ans. Simplement, là, il y a un enfant qui arrive et ça modifie un peu la donne. Alors, il faut en parler, je crois, calmement avec lui, mais assez fermement, quitte à peut-être aller voir quelqu'un ensemble aussi. Hein. Oui, conseiller conjugal. J'avais trouvé une personne, mais ça l'avait intéressé. Et puis après, il me dit, j'ai pas besoin, vas-y toute seule. Non. Non, c'est pas toute seule. Enfin, peut-être que vous serez amené à aller voir quelqu'un toute seule si vous, cette situation vous met trop en difficulté et que lui ne fait rien de son côté. Oui. Donc là, vous pensez quand même, il faut pas trop que je fasse de reproches, hein. Ça ne le fera pas avancer. Oui. Ça va le faire, on peut penser qu'au contraire, il fuira d'autant plus le domicile. Oui, mais je pensais que ça lui mettrait un petit coup de pied. Des fois, ça peut faire du bien pour certaines personnes, mais apparemment, non, ça marche pas. J'ai l'impression qu'il est plus dans la fuite. Oui, exactement. Mais il dit après, oui, je veux pas trop m'investir avec vous parce que je vais mourir. Enfin bon, ça, il a eu peur. une phase Oui, comme mais ça. je pense qu'il a peur. Il a peur comme il y a certaines. C'est important là ce qu'il dit, hein. Aussi. Il y a eu cette phase aussi l'année dernière. Oui, finalement, pas trop s'investir parce que au fond, il vous laisserait dans le manque. On est dans l'abandon. Hein, s'il devait mourir, donc au fond, il ne vaut mieux pas s'en occuper. Comme ça, il ne laisserait pas un trop grand vide derrière lui. Mais ça montre à quel point lui a dû souffrir du manque et du manque de père. Ça, il le traîne toujours, hein, de toute façon. Et à quel point il a peur. Et puis peur aussi de la mort, hein, derrière tout ça. La mort, l'abandon, vous savez, dans l'inconscient, c'est lié, hein. Il y a une souffrance, hein, derrière tout ça. Oui, j'en suis tout à fait consciente, hein. Mais je voudrais aller avec lui. Mais peut-être que vous pouvez demander à l'accompagner, dire le psychiatre qu'il a rencontré, demander à l'accompagner si le psychiatre est d'accord. Bon, mais il l'aimait pas trop, il n'y avait pas de feeling. Oui, mais en tout cas, vous pouvez. Là où vous devez insister, c'est quand même sur le fait qu'il reconsulte. Oui, moi je pense. Ouais. Je vais vous lire quelques réactions. Un message qui arrive qui dit: un père absent est recherché, le laissant sans référence pour construire son identité. Sa castration matérialise son absence à lui-même. Il se recherche éperdument. Et quand on se recherche, parfois on va dans l'excès. Hein. Oui, c'est ça. Bon, mais le problème c'est qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à aller consulter. Non, on ne peut jamais obliger, ça je suis d'accord avec vous, mais en tant que compagne, vous pouvez quand même dire que vous pouvez insister, dire que ça paraît important, que vous ne voulez pas de cette vie-là telle qu'elle est ne vous convient pas et qui ne peut pas sans arrêt se réfugier comme ça derrière, être dans une fuite. Oui. Dans une fuite. Mais aujourd'hui, pour la première fois, il s'est excusé justement d'avoir ce comportement, de nous abandonner comme ça, mais qu'il pouvait pas rester en place. Et là, il est parti. Et il s'est excusé pour la première fois. Hein.
Il y a Anna qui m'envoie un mail, effectivement, et qui me dit oui, il a des amis éphémères, en 2 mots. Ah oui. Et c'est vrai que c'est un très joli jeu de mots. Alors, ils sont éphémères. C'est très très bien vu. J'avais pas vu, puisque c'est lui qui le dit et il me disait qu'il était très collé à sa mère. Anna qui dit jeudi émission à 22h50 sur la 2, voyage au cœur de l'alcoolisme. Je devrais pas le dire, mais bon, c'est aux horaires de l'émission. Allez, voyage au cœur de l'alcoolisme. Elle dit parfois l'alcool est incestueux au sens de rester dans le schéma maternel. Ici, pas de père. Bien sûr, vous êtes mise en position maternelle, dit Anna. Ouais, il y a des choses à comprendre, effectivement. Oui. Bon, merci beaucoup, en tout cas. J'ai des pistes. Et puis, je vais essayer je vais essayer de le prendre un petit peu en main, quelque part, même si je vais encore jouer le rôle de mère, du coup. Oui, mais pour justement sortir d'un schéma. Oui, c'est ça. Pas jouer le rôle de mère tout le temps dans un quotidien pour dire on a besoin d'aide. Comment ? Parce que je pardonne à chaque fois aussi. Oui, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Vous voyez, lui, il va voilà, c'est les phrases de cet ado. Il revient, je m'excuse, je suis désolée, et puis il repart, et voilà, et vous n'en sortez pas. Donc, alors en même temps, il y a 15 ans qui fonctionne comme ça. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire que voilà, c'est plus possible. C'est obligé, ça doit se faire aussi un peu en douceur. Et si vous lui dites et qu'il sent en vous beaucoup de bienveillance, je crois que le maître mot est là, parce que c'est quand même, il y a quelqu'un qui est en souffrance, où il y a quand même son histoire, et puis ce qu'il vient de traverser au niveau de la maladie. Je pense qu'il pourra vous entendre. Bon courage, Hélène. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous en prie, au revoir. Confidence à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Un petit message de Brigitte qui dit il y a quelque chose avec lequel vous devez composer qui est lié à la maladie et qui provoque une forme de crise existentielle. Et puis il y a Sergio qui dit bravo Anna pour ce magnifique jeu de mots. C'est même une interprétation. Sergio qui est admiratif et qui vous met 20 sur 20, ma chère Anna. Allez, on accueille Gisèle. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gisèle. Bonsoir Caroline. Je vous connais depuis quelques années. Oui. Vous êtes la compagne de mes nuits d'insomnie. Oui. Et voilà, je suis séparée de mon mari depuis 18 mois après avoir consulté un psy qui m'a bien aidée. C'était une question vraiment presque de vie ou de mort à ce moment-là. À ce point-là? Ah oui, parce que c'était le suicide ou la séparation, quoi. Mais il valait mieux la séparation, alors. Mais au départ, j'étais pas capable physiquement, moralement, rien du tout, quoi. Et puis, mon mari a accepté. On en avait déjà parlé. Il était assez pour, donc ça s'est fait pas dans la dispute, dans le calme, avec des enfants adultes à qui on a pu en parler. Et que ça avait l'air de bien se passer. Oui. Seulement, ça avait l'air seulement. Et puis, depuis novembre, là, à peu près, j'ai de nouveau des problèmes. Quand j'ai quitté mon mari, c'est parce que j'étais le centre de la famille et que dès qu'il y avait quelque chose, c'était à moi. On venait me voir, on me demandait de trouver la solution. Je devais tout connaître. Je devais pouvoir trouver les solutions, je devais être disponible et j'avais plus de vie personnelle du tout. Et que c'était plus possible, quoi. Donc, puis en plus je faisais ça seule puisque mon mari, ça l'intéressait pas, ça, cette vie-là. Et donc quand je suis partie, tout le monde m'a laissé tranquille un certain temps. On m'a laissé respirer. J'ai même été un petit peu déçue du manque de présence de mes enfants. Et mon psy me disait que c'était normal, on ne pouvait pas obtenir quelque part un peu la liberté de respirer, de vivre et tout, sans perdre quelque chose en échange. Donc ça, j'ai accepté. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est fait.
Depuis novembre, je me suis relaissée envahir par les problèmes de tout le monde. Et on m'appelle de nouveau quand ça va pas, quand il y a des soucis, pour avoir des conseils, j'en arrive à prendre des heures à mon travail pour les aider. Et de nouveau, j'en peux plus. Donc vous êtes revenu à vos relations d'avant, finalement. Oui, tout en vivant, toute seule. Vous êtes revenu le pilier. Voilà. Oui. Mais tout en vivant plus dans la situation où j'étais avant, où j'avais une belle maison, le salaire de mon mari et tout. Là, moi, je vis avec un petit mi-temps, dans un petit appartement de minimum, quoi. Oui, votre situation matérielle est beaucoup moins confortable. Voilà. Et je peux moins aider au point de vue d'argent, et même quand... même pour aller les voir, quoi, mettre l'essence dans la voiture, pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Vous leur dites ? Oui. Et puis, quand ils ont besoin, ils me demandent quand même, puis après, ils me donnent un billet de 10 €. Et ça, je peux pas accepter, quoi. Mais ils ont besoin de vous, pourquoi, au juste ? Alors, ça peut être de tout. Ça peut être de tout. C'est ma fille qui a 34 ans, qui s'entend pas avec son mari, comme ça peut arriver à tout le monde. Oui. Voilà. Elle a eu son 3e enfant, elle vient de reprendre son travail, donc ça a été dur, avec 3 enfants à la maison, de reprendre le travail, puis que chacun trouve sa place, quoi. Oui. En plus, son mari finit tard le soir. Donc, après le boulot, quand les enfants étaient couchés, elle avait personne à qui parler, elle me téléphone, mais elle me raconte toute leur vie, et moi, je trouve pas normal qu'elle me raconte tout. Vous avez raison, oui. J'essaye de lui dire. C'est-à-dire de leur intimité. Voilà. Oui. Parce qu'après, moi, quand je les rencontre, quand on fait des repas ensemble, je les vois, puis je me rappelle qu'ils se sont disputés la semaine d'avant, qu'ils se sont dit... Et c'est pas bon, ça, quoi. C'est perturbant, vous avez raison. C'est finalement... Il y a un niveau... Il y a des choses que vous ne devriez pas connaître. Ben non. De leur intimité, qu'elles devraient préserver, dont elles devraient pouvoir parler à des amis. Oui. Éventuellement, si ça prenait une ampleur un peu trop importante et que ça dépassait le seuil classique, comme vous dites, des difficultés que rencontre un couple dans un quotidien, bien qu'à là, ils se confient auprès d'un professionnel. Mais sinon, il y a les amis, parce que le regard est un peu différent. Mais se confier à ses parents... c'est toujours problématique parce que vous ne pouvez pas prendre parti après pour l'un ou pour l'autre, et ça modifie d'une certaine façon le regard que vous avez, que vous le vouliez ou non. Ah, mais j'en suis bien consciente. Et elle m'appelle tous les soirs pendant 1 heure. Oui, donc ça montre qu'elle a un grand besoin de parler, et peut-être que vous pourriez lui dire que... Au fond, vous entendez bien qu'en ce moment, c'est compliqué pour elle, qu'elle est certainement fatiguée, un peu débordée, un peu dépassée, et dire que en même temps, pour vous, il y a des choses qui sont peut-être un peu difficiles à entendre. Oui. Parce que... oui, mais quand tu lui dis ça, après, elle ne me parle plus pendant 8 jours parce qu'elle dit que c'est moi qui l'aime pas. Oui, mais je crois qu'elle confond tout, votre fille. On va continuer à en parler, on va passer un petit peu de musique et on en parlera après le journal, d'accord ? Ne raccrochez pas. Non. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. C'est la 2e heure de votre libre antenne, toujours en direct sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 ou par courriel sur le site europe1.fr. Sans plus attendre, nous retrouvons Gisèle. Alors Gisèle, vous êtes séparée de votre mari il y a 18 mois. Oui. Vous avez donc des enfants qui ont 25, 28 et
4 ans, c'est ça ? Oui. Vous étiez un peu le centre de la famille. Vous disiez que vous n'aviez plus de vie personnelle quand vous étiez avec leur père. Quand vous vous êtes séparés, finalement, au départ, vous étiez déçu du manque de réaction de la part de vos enfants. Et puis, très vite, au fond, ils sont revenus vers vous et un peu trop à votre goût. Vous parliez notamment de votre fille de 34 ans qui vous appelle tous les soirs pour vous confier ses difficultés de couple. Et vous vous sentez un peu envahi. Alors, et de la même façon avec mon fils le plus jeune qui Oui. me téléphone que quand il s'est mis en ménage en septembre avec une jeune femme qui avait déjà 2 enfants. Donc c'est pas facile de prendre d'un coup de gérer une famille complète comme ça avec 2 enfants et tout. Donc au début c'était juste des demandes d'aide pour faire des documents, des inscriptions, des papiers. Et puis maintenant c'est pareil, c'est dès qu'ils ont un problème, c'est maman. Téléphone, voilà. Et alors, quand ça va bien, je peux rester 8 jours sans coup de fil. Là. Oui, 8 jours en même temps, c'est pas beaucoup. Non, mais Vous semblez le déplorer. Mais ils peuvent m'appeler 3 fois dans la journée quand ça va pas. C'est ça, je veux dire. Faut que je sois là. C'est. Oui. Alors Alors, ce qui interroge, c'est que finalement, vous avez très vite repris ce rôle-là de pilier. Et au fond, il y a c'est parfois pesant, mais il y a aussi un côté gratifiant. Oui. Oui, mais moi je sais pourquoi je le fais en plus. Pourquoi ? Mais je veux pas continuer. Est-ce que c'est une mauvaise raison ? C'est parce que ma mère, au même âge, a quitté mon père, mais elle nous a quittés aussi. Puis on est restés 3 ans, on savait même pas où elle habitait. Elle nous a abandonnés. Au même âge que vous ? Oui, à peu près au même âge. Oui, mais elle est partie pour un autre homme. Oui. Et moi, je voulais pas faire la même chose. J'ai toujours dit, je partirais, mais je laisserai pas mes enfants. Oui. Pour faire l'opposé, quoi. On fait souvent ça. Ou on fait pareil, ou on fait l'opposé. Oui. Et donc, mais j'en suis pas plus heureuse. Donc, c'est pas. Mais vous avez raison de dire qu'on est rarement heureux si on fait la même chose vraiment que ses parents, si on reproduit le même schéma ou que l'on veut faire l'opposé. Oui. Parce que c'est toujours en réaction. Voilà. À un modèle transmis et finalement on n'est pas dans son désir propre. Alors, d'abord, vous n'abandonnez pas vos enfants. Vos enfants sont pas de petits enfants. Non. Hein, ils ont leur vie de couple. Donc tout ce qui relève de leur intimité de couple aujourd'hui, c'est à eux de le gérer et à eux seuls. Et justement, parce que vous les aimez, il est important de dire que vous ne pouvez pas et vous n'avez pas à vous mêler de leur histoire de couple. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, que vous n'êtes pas là pour eux, mais être là pour eux, être présente, continuer à rester, vous restez toujours leur mère, ça ne veut pas dire vous mêler de leur vie. Oui. Et c'est là où, semble-t-il, il y a une confusion. Voilà, il y a une confusion. Moi, j'aimerais avoir une relation d'adultes, puisqu'ils sont des adultes. Oui. Et eux, ils continuent d'avoir des relations d'enfants avec leur maman. Eh bien, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous preniez aussi un petit peu plus, que vous soyez moins dans une position de conseil. Ce que dit Brigitte, établir des limites peut-être un petit peu plus claires et comprendre pourquoi vous êtes toujours dans cette position d'épaule. Je sais pas, parce que je l'ai toujours fait, donc c'est facile. Oui. Mais c'est facile, effectivement, c'est un rôle que vous connaissez bien. Voilà, oui. Oui, depuis une 40aine d'années, donc ça commence à faire beaucoup, quoi. Oui, mais peut-être que cette liberté nouvelle aussi que vous aviez trouvée était un peu vertigineuse. Oui, il y avait un vide. Il y avait un vide à un moment, oui.
Alors au début, tout est beau, hein, c'est voilà. Puis après, il y a un vide et comme ils sont venus, je les ai laissés rentrer. Et... Voilà. Alors vous savez certainement très bien vous occuper des autres et avec ce côté mère poule et peut-être un peu moins de vous-même. Eh oui, mais parce que vous vous êtes beaucoup occupé de la maisonnée. Oui. Hein, pendant ces 40 ans. Oui, bien sûr, mais comment faire pour... Bon, ça va, j'ai encore un travail, donc j'ai quand même une vie personnelle. Oui. J'ai un travail, j'ai des collègues de travail, voilà. Mais Et puis le travail que vous avez entrepris un peu au moment de votre séparation, puisque quand même, c'était pas rien d'envisager la séparation ou le suicide. Hein. Dites-moi, quelle alternative ? C'était la vie ou la mort, quoi. Il n'y avait pas de... Oui, bon, vous avez choisi la vie. Alors maintenant, et elle reste à inventer, cette vie. Oui, là, je l'imagine pas du tout. Oui, c'est ce qui vous fait peur. Alors, vous êtes revenu, vous avez trouvé un compromis. C'est-à-dire que vous avez laissé le mari, mais vous avez continué dans ce rôle de mère, et c'est la place de la femme qui reste à inventer. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire que, au fond, en tant que femme, vous vous étioliez dans ce couple. Vous n'aviez plus une place épanouissante dans ce que j'entends. Enfin bon, donc c'était la mère qui était vraiment présente. Et aujourd'hui, vous continuez dans ce créneau-là que vous connaissez très bien, mais en tant que femme, vous savez pas très bien quoi faire de vous. Là, j'ai quand même des projets parce que je vais redéménager pour quelque chose de mieux, un appartement neuf et tout. Donc j'ai des projets et c'est là que je me rends compte que je peux pas faire ma vie personnelle et en même temps consacrer autant de temps à ma famille, quoi. Je peux pas les deux. Il y a un moment, il n'y a plus de place. Voilà, il va falloir trouver un peu un juste milieu. Et c'est compliqué parce que c'est vrai que pour le moment, vous pouvez dire, comme ma famille me prend beaucoup de temps, entre ma famille et mon travail, il me reste plus beaucoup de temps pour moi. Donc ça vous évite de vous occuper de vous. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas le vide. Et non, ça vous évite de vous confronter au vide. Oui. Oui, mais je suis bien consciente. Et je sais qu'il va falloir aussi que je refasse un travail pour trouver... Oui. Parce que j'ai un âge où la retraite va approcher et qu'il faudra bien penser à faire quelque chose, rencontrer des gens aussi. Mais en même temps, vous savez, c'est normal. Hein, on ne sort pas. Vous avez comme ça toutes ces années et de longues années derrière vous où vous vous êtes occupé de la famille et donc on ne réapprend pas comme ça du jour au lendemain à s'occuper de soi. Il y a beaucoup de femmes comme vous qui, après une séparation, un divorce, ont un long moment de flottement avant de réapprendre à prendre soin d'elles moi, j'en connais pas, donc c'est vrai que j'ai du mal à me projeter dans comment ça se passe. Ça serait important d'en rencontrer, d'avoir justement des connaissances, et puis peut-être qui deviendraient des amis. De femmes comme ça qui pourraient, avec qui vous pourriez sortir, vous lier. Parce que les seules personnes que je connais, c'est des couples aussi. Alors. Oui, ça ne vous aide pas. Ça aide pas. Enfin. Il ne s'agit pas de rompre avec vos amis qui sont en couple, hein. Mais ça serait bien si vous pouvez, commencer, regarder en ayant peut-être parmi des activités, des choses que jusque-là, vous ne vous étiez pas autorisé à faire ou que vous n'aviez pas eu le temps de faire. Eh bien, c'est le moment, Gisèle, de vous dire, allez, je vais m'inscrire, je vais faire quelque chose et je suis certaine que là, vous allez rencontrer des femmes de votre génération qui sont elles-mêmes seules et avec qui vous pourriez comme ça échanger, partager et faire des choses. Oui. Juste, c'est d'arriver à ne pas culpabiliser du temps que je prendrais pour moi, mais après, c'est une chose à passer. Comme quand je me suis séparée, quoi. Il y a un moment, il faut. C'est ça, c'est un moment de transition, un moment de flottement qui peut prendre un peu plus ou moins de temps. Il y a Loline qui dit bien sûr qu'on n'arrête pas d'être une maman quand les enfants sont adultes. Et Gisèle manque du modèle d'une mère un peu d'enfant adulte.
non, oui, parce que nous, c'est ça. On était très jeunes, donc... Oui, donc c'est angoissant pour vous. Et puis après, la seule chose que j'ai revu ma mère après, c'est qu'elle était âgée, malade, et je suis devenue sa curatrice, donc je suis devenue sa maman à elle. Oui, je comprends. Ce qui fait que j'ai jamais eu de modèle de maman en tant qu'adulte, quoi. Oui. Oui. Donc, non, il ne s'agit pas de lâcher vos enfants. Mais vos enfants ont leur vie aujourd'hui. Et donc, c'est bien sûr continuer à avoir un lien, mais ce n'est pas les prendre en charge. J'ai cette impression de lâcher prise, c'est-à-dire de ne plus avoir prise sur leur vie. Qu'il faut que j'arrive à moi l'accepter, puis à leur faire comprendre qu'ils doivent faire leur vie eux-mêmes. Un conseil de temps en temps, d'accord, mais que j'ai pas la main sur leur vie tout le temps. C'est pas des enfants, c'est mes enfants, mais c'est plus des enfants. Oui, mais vous avez souffert à un moment, au moment du divorce de vos parents, du fait que votre mère soit partie et vous abandonne. Ah oui. Donc, au fond, vous transposez ça aujourd'hui à votre situation. Ah oui, complètement, oui. C'est ce que je reçois là d'ailleurs, un message qui dit « Une carence vous vient du divorce de vos parents, une carence que vous avez surcompensée par le rôle de mère et l'abandonner aujourd'hui réouvre cette blessure. » Ah oui, bah oui. Donc, allez en parler un petit peu quand même de ça, parce que ça va vous aider aussi à faire un peu la part des choses. Après, je retourne vers le psy. Oui, je pense que ça va vous aider un peu à prendre un peu de distance par rapport à tout ça, entre votre histoire et celle de l'histoire de vous, enfants, avec vos parents, et vous, aujourd'hui, avec vos enfants. Ce n'est pas la même histoire. Bon courage, Gisèle. Bien, je vous remercie. Au revoir. Bonne soirée. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Paul Simon, You Can Call Me All. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis un peu émue, mais bon, je vais essayer de m'expliquer. Je suis, je dirais, divorcée depuis 7 ans, donc seule depuis un petit moment, mais bon, j'ai fait quand même des rencontres depuis ces 7 ans. Oui. Et là, aujourd'hui, je me retrouve dans une situation que je ne souhaitais pas du tout. C'est-à-dire que je me suis mis par un ami, il m'a dit essaye un site de rencontre, donc j'ai dit pourquoi pas. J'étais dessus mais sans grande conviction, à vrai dire, spécialement. Et j'ai fait une rencontre donc, et lors de cette rencontre, c'est vrai que la personne m'a vraiment plu, énormément même, je dirais ça a été réciproque. Donc, on s'est revus, voilà, donc cette histoire dure maintenant depuis 3 mois. Oui. Et au fil je dirais que les jours avançaient dans notre relation, c'est un homme auquel je sentais très sincère. Je sentais vraiment ses sentiments, il s'est très vite déclaré, peut-être trop vite. Et puis je comprenais pas parce que, bon, les week-ends, on se voyait pas. Il me trouvait beaucoup d'excuses. Et puis, en fin de compte, j'ai découvert au bout d'1 mois qu'il n'était pas seul. Du moins, au départ, il m'a dit « je suis divorcée ». Donc, j'ai dit, moi, je lui avais dit clairement le premier jour de notre rencontre, surtout, moi, ce que je veux pas, c'est d'un homme qui est marié, parce que c'est une genre de relation que je ne gère pas et que je trouve très frustrante, donc je n'en veux pas. Et à partir de là, que je lui ai dit ces mots-là, comme il m'a dit, il a menti parce qu'il m'a avoué après, bon, bien sûr avec un temps de retard, que je l'avais énormément plu. Et donc j'ai découvert au bout d'1 mois, en m'agaçant un petit peu un week-end, j'ai découvert qu'en fin de compte il n'était pas libre. J'ai réussi à lui faire dire, et ça a été déjà très douloureux pour moi, parce que je me suis dit qu'est-ce que je fais. Et là, à ce moment-là, il m'a dit « mais je veux surtout pas te perdre ». Donc, comme moi, j'avais des sentiments qui naissaient, j'ai continué. Et en continuant,
Au bout de quelques temps, parce que je suis quand même assez curieuse et il y a des choses que je comprenais pas, j'ai tapé son nom, tout simplement, dans les pages jaunes, et j'ai découvert qu'en fin de compte, c'était un homme qui habitait pas loin de chez moi. Et là, j'ai découvert un deuxième mensonge. Et ce deuxième mensonge a été... là, je lui ai dit, écoute, je veux des explications, parce que notre relation commence sur quelque chose de pas stable du tout. Et ça me déstabilise totalement, parce que je sais pas du tout comment gérer tout ça, quoi. Si je dois continuer. J'en ai envie, mais je sais plus, quand une personne ment deux fois, est-ce qu'il faut... il me dit être sincère, il me dit qu'il veut quitter sa femme, il me dit beaucoup de choses, mais j'en ai pas vraiment la preuve au jour d'aujourd'hui, quoi. Donc je me sens très mal à l'aise, parce que c'est une situation que je ne souhaitais pas. C'est être avec quelqu'un qui ne soit pas libre. Oui, je comprends. Oui. Et le fait que là, je lui dis, je n'arrive pas à avoir confiance, en fin de compte, dans cette relation. Je lui ai dit, mais tu m'as mis des doutes et des interrogations, et je ne sais pas si je peux avoir confiance. Et est-ce que je dois continuer ou pas, parce que c'est difficile à gérer, quoi. Du moins, je savais que ça serait difficile à gérer pour moi. Une personne qui n'est pas... qui est mariée, et puis en fin de compte, qui m'annonce des... je dirais, je sais pas comment dire. Vous lui avez demandé pourquoi il s'était inscrit sur ce site ? Pour lui, si j'en reviens au premier jour, quand il m'a rencontré, il m'a dit, moi avec ma femme, c'est terminé. Je ne l'aime plus, c'est terminé. Et voilà, et son premier mensonge a été de me dire qu'il avait quitté une région, qu'il était venu s'installer par ici, et qu'il voulait refaire sa vie. Voilà. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu souhaites ? Il m'a dit, je souhaite une relation durable. Je lui ai dit, c'est bien. Je lui ai dit, ça, avec le temps, on verra. Mais je lui ai dit, mais après, le fait de ne pas le voir, ça me manquait. De communiquer que par message, par téléphone, de se voir de temps en temps, c'était un peu difficile. Donc, et après, il m'a dit que lui, voilà, ses intentions sont pour lui, il est sincère, il est très amoureux de moi, il veut quitter sa femme. Mais pourtant, je sens un manque de présence quand même par rapport à cette relation. Par rapport à vous ? Par rapport à moi, oui. Oui. C'est-à-dire, comment vous le trouvez, manque de présence ? Vous le voyez peu ? Je le vois peu. Vous le voyez à quel rythme ? Je le vois une fois dans la semaine, une fois la semaine, des fois le week-end. Mais c'est, voilà, donc je dirais on se voit à peu près 2 fois. Mais bon, c'est quelqu'un par contre avec qui je communique énormément en message, ou on s'appelle de temps en temps. Mais c'est pas, du moins moi étant divorcée, ayant eu des relations, j'ai jamais vécu ça. Donc c'est quelque chose qui me déstabilise énormément. Et ça, je lui ai dit. Je lui ai dit, je suis déstabilisée parce que j'ai l'impression d'avoir été pris au piège, en fin de compte. Parce que j'en suis tombée amoureuse, et et j'ai su, quand je dirais, au bout d'un mois, au bout d'un mois, oui. Voilà, et là je me suis dit, maintenant je suis amoureuse, je me sens piégée parce que je suis mal, c'est un homme qui me plaît énormément, j'essaye de... Et qui, quand on s'est rencontrés, je dirais même, j'irai loin, dans notre rencontre, pour moi elle a été merveilleuse, toutes ces mots, c'est tout ce que j'attendais dans une relation, ce côté très fusionnel entre 2 personnes. C'est-à-dire que lui ne pensait pas forcément que votre relation durerait, elle aurait pu être plus éphémère. Donc peut-être c'est finalement ce qui vous a mis la puce à l'oreille, c'est de ne jamais le voir le week-end. Oui. Donc c'est là où vous avez commencé à poser des questions et où il a bien été... Voilà, et là il m'a dit, je n'ai pas voulu dire la vérité, je voulais attendre, alors c'était le début de l'été, alors c'est gentil,
pour me dire quand j'aurais pris, c'est-à-dire quand j'allais décider de me séparer et tout. C'est-à-dire Mais il avait peur de vous perdre à ce moment-là. Ah oui. Oui. Dès le début, il a eu peur de me perdre parce que j'ai été claire dès le début en lui disant je ne supporte pas le mensonge et je ne suis surtout pas quelqu'un qui soit marié. Ça, c'était la première chose que j'ai dit dans notre rencontre. Ah, vous lui avez dit? Oui, alors dès le premier, quand on s'est rencontrés, on était sur un site de rencontre et sur ce site de rencontre, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes mariées. Donc j'ai dit, oh là là, non. Et puis j'ai dit non, surtout pas ça. Puis j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais rencontrer cette personne. Il se prétendait célibataire, on a discuté normalement. On a bien discuté. Puis c'est vrai que dans la conversation, j'ai été très naturelle et je lui dis, moi surtout, je veux pas de personnes mariées, ça m'intéresse pas du tout. Je veux vraiment quelqu'un qui soit libre. Et voilà, parce que c'est mieux, c'est plus, je trouve que c'est plus honnête. Oui. Et je m'amusais je dirais à rire de dire sur ces sites il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément libres et puis voilà. Oui, ce qui interroge d'ailleurs sur sa démarche quand même au départ de s'inscrire sur ce site et de se présenter en disant avec sa femme c'est terminé et de son désir de s'engager dans une relation durable. Là il y a quand même un côté assez vous voyez, sur sa démarche, on est dans le mensonge là, clairement. On est dans le mensonge parce qu'alors il avait sur le site. Alors après qu'il soit tombé amoureux de vous, c'est tout à fait possible. Mais au départ, dans le fait qu'il s'inscrive sur le site, il peut très bien être avec sa femme et avoir des aventures à côté. Hein. C'est ce que j'ai pensé. Moi, c'est ce que j'ai pensé, donc c'est là où je m'interroge. Ça arrive aussi, vous voyez, vous dites vous-même que sur ce site, d'ailleurs, il y avait pas mal d'hommes mariés, parce qu'effectivement, ça permet d'avoir des aventures a priori sans trop de conséquences. Je dis bien a priori, parce qu'après tout, on n'est jamais à l'abri. On peut penser que c'est une aventure comme ça, une rencontre sexuelle, mais bon, on peut aussi toujours tomber amoureux, on ne sait jamais. C'est ça, il avait sa photo sur le site et il avait rien, il ne cachait pas vraiment sa physionomie et tout. Donc je l'ai cru sincère. Maintenant, quand vous lui dites que vous avez du mal à faire confiance et que vous vous interrogez quant à l'avenir de cette relation, comment pourrait-il en être autrement, Sophie, puisque ça fait seulement 3 mois que vous vous connaissez. Et en 3 mois, vous apprenez au départ cet homme qui se disait être séparé de sa femme et désireux de s'engager dans une relation. Vous découvrez qu'en fait il est marié et puis vous le découvrez pas parce qu'il vous le dit lui, mais parce que vous avez fait une recherche vous. Oui. Bon, et alors maintenant effectivement il vous dit je vais quitter ma femme, mais enfin pour autant vous n'avez pas de tout ça on passe un peu d'un extrême à l'autre. Vous voyez, du côté de je suis libre, tout est beau, tout est formidable. Et en fait, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Et puis maintenant, mais de toute façon, il y a aucun problème, je vais quitter ma femme. Mais oui, mais enfin, quelle garantie avez-vous? J'en ai pas. Non. C'est ça qui me fait peur. J'ai rien. J'ai pas de, pour l'instant. C'est ce que je lui ai dit quand on s'est vu. Parce que pourquoi ne le fait-il pas avant même? Il attend en tout cas de trouver. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il attend de trouver quelqu'un avant de quitter sa femme. C'était ça sa démarche. Personnellement, c'est ce que je ressens. Parce qu'il y a des hommes aussi qui partent. Alors ils sont plus rares, vous me direz, c'est vrai. Statistiques à l'appui, ils sont plus rares, ceux qui partent sans avoir quelqu'un. Mais pourquoi là, ça y est, pourquoi il quitterait sa femme? Qu'est-ce qui fait que vous devez le croire cette fois-ci? Surtout en 3 mois. Oui. Parce que ça va très vite aussi après tout. Il vous rencontre, ça fait seulement 3 mois que vous vous connaissez, il va quitter sa femme? Oui, moi je Avec qui il est depuis combien de temps? 20 ans. Ouais. D'après ce qu'il m'a dit. Maintenant, c'est ce que je dirais. Non, ça c'est peut-être vrai, mais vous voyez, c'est aussi un peu angoissant, je trouve. Oui. Un homme qui est avec une femme depuis 20 ans,
il rencontre... Bon, alors, il est tout à fait possible qu'il ait un vrai coup de cœur. Ça, je ne dis pas... il peut être tout à fait sincère là-dessus, mais il est avec une femme depuis 20 ans. Il est déjà inscrit sur une messagerie, donc ce qui veut dire qu'il a quand même des liaisons. Oui. Bon, mais ça... Voilà. J'ai pas vu sous cet angle-là, mais... Ah ben oui. Oui, c'est vrai. Ben, on peut le penser quand même, hein. Bon, et puis là, en 3 mois, ça y est, il veut tout bazarder. Il me l'a dit dès le début, hein. Dès le début, de toute façon, il m'a dit... Oui, mais au début, je vous ferai remarquer qu'il était censé être libre. Oui, il était libre. Oui, ça change quand même les choses. Hein. Au début, il était libre. Après, il m'a dit, oui, il était divorcé au départ. Ouais, c'est ça. Tout dépend. Alors, on a parlé de lui. Maintenant, j'ai envie de vous demander, vous, quand vous êtes allé sur ce site, qu'est-ce que vous attendiez ? Parce qu'au départ, vous me dites que c'était un peu... ça a été... comment dire ? J'ai pas été sur ce site vraiment dans le côté rencontre. C'est que j'ai un ami. Je ne pouvais pas communiquer avec lui sur un moyen de communication. C'était Hotmail. Et lui, il est beaucoup sur des sites de rencontres. Et j'étais en vacances. Il m'a dit, mets-toi dessus, je vais pouvoir discuter. Je lui ai dit, je vais pas me mettre sur un site de rencontre pour discuter. C'est pas possible. Donc je m'y suis mis comme ça, c'est difficile, j'ai pas envie de donner de nom de site. Non. Je m'y suis mis par le hasard, et c'est vrai que je me suis laissée prendre au jeu à discuter. Alors c'est pas. Alors au-delà du site, c'était peut-être pas le sens de ma question. Ah oui. Je veux dire. Qu'est-ce que vous me dites, vous êtes divorcée depuis 7 ans, vous avez eu des relations, mais qu'est-ce que vous attendez, vous, en ce moment ? Je sais pas, c'est difficile parce que là, vous êtes tombée amoureuse de cet homme, oui. Mais vous attendiez, vous aviez envie d'une histoire ou plutôt d'une aventure ? Qu'est-ce que vous recherchez, vous ? Moi, puisque je dirais, je suis quelqu'un qui plaît facilement, donc je n'ai pas besoin vraiment d'un site de rencontre c'est-à-dire que je suis facilement une femme qui est abordée, donc je plais, donc j'aurais pas besoin d'un site de rencontre, mais je cherche pas une aventure, je n'ai pas envie de ça, envie de vivre ça. J'ai eu je vous avais appelé à peu près il y a 2 ans de ça, j'avais vécu une relation auquel j'avais souffert avec cet homme-là, donc j'ai eu du mal déjà à m'en remettre. J'ai mis 1 an, et après j'ai été très méfiante parce que je voulais quelque chose de... On espère toujours une relation sérieuse. Je souhaitais une relation sérieuse, et puis je cherchais pas spécialement, donc j'ai eu des rencontres qui n'étaient pas sérieuses, et je voulais arrêter tout ça, donc après je me suis investie dans mon travail et plus dans la rencontre. Donc depuis, ça faisait 6-7 mois que j'étais vraiment seule et je m'investissais dans mon travail. Donc là, je me suis dit, le travail s'était un petit peu calmé. Je m'étais dit, pourquoi pas discuter. Oui. Dans un premier temps, c'était la discussion, mais pas dans un esprit d'aventure. C'était, je me dis, si un jour je rencontre, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui est sérieux, puisque je cherchais pas quelqu'un de marié. Je cherchais quelqu'un avec des intentions sérieuses. Mais après, comme ça fait longtemps que Mais parce que je vous posais la question, parce qu'après tout, il y a lui, ce qu'il dit, ce qu'il propose, et puis il y a vous. Et l'important, c'est vous dans l'histoire. Parce qu'il vous dit, je vais quitter ma femme, mais après tout... Vous n'avez pas forcément envie. Vous savez, je dis cela parce qu'on voit des femmes qui ont une liaison avec un homme marié, et lorsque l'homme marié, au fond, est libre, se libère, il ne les intéresse plus. Ça peut arriver aussi. Donc, c'est quand même important d'y réfléchir. Alors, j'ai des réactions qui arrivent pour vous. Il y a le subversif qui pose une question à Prune, qui dit, alors Prune, que faire de cet homme ? Un arbre, une corde, et hop. Alors, la réponse de Prune qui dit, soyez lucide, Sophie.
Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Il y a Poupie qui dit, dans le doute, Sophie doit s'abstenir. Trop de mensonges égale mauvais présage. Cathy dit, il semble que si des gens mariés vont sur ces sites, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits, non? Pas si sûr. Pas si sûr. Je crois que c'est un peu facile l'infidélité parce qu'on n'est pas satisfait dans son couple. Et puis Sergio qui dit aïe aïe aïe, je crains que malheureusement vous alliez au-devant de grandes désillusions. Courage et attention à vous, Sophie. Et puis Brigitte qui dit après tout, ce n'est pas ce que vous souhaitiez. Non seulement cet homme est marié, mais il a multiplié les mensonges. Et Osiris dit, une relation basée sur le mensonge a-t-elle un avenir? Allez, Prune qui dit, il vous a menti, quittez-le vite. Dany dit, courage, fuyons vite, qu'elle prenne les jambes à son cou. J'ai vécu cela à plusieurs reprises, j'ai perdu de nombreuses années. Quel est le courage de le quitter tout de suite? Vous pouvez lui donner mon numéro de téléphone, j'ai l'impression de revivre et de revenir quelques années en arrière, dit Dany. Bon, c'est à vous de voir, mais c'est vrai que là, sur le côté de la confiance, si vous poursuivez, il est clair que distance, oui. La distance s'impose et vous protégez au maximum. Parce que attention aux belles paroles là dans cette histoire. Et je trouve que ça va un peu trop vite, le côté. J'ai l'impression qu'ils vous disent que vous avez envie d'entendre. C'est ça que j'ai peur. Voilà. Alors, il peut être sincère et dans le sens amoureux de vous, et ça, c'est pas ça que je mets en cause. Et vous mentir parce qu'effectivement, après, ce qui pensait être peut-être juste une aventure, au fond, vous lui plaisez, ça dure. Et bon, face à vos questions, vu ce que vous lui avez dit, il continue à mentir. Mais après, acculé, il vous dit, il vous dit la vérité. Du coup, pour que la relation dure, il vous dit, mais je vais me séparer. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Donc, moi, je vous dirais, ne le croyez pas trop. En tout cas, si les choses devaient évoluer, en général, elles évoluent quand même assez rapidement. Après, ils s'installent. Ils s'installent dans une routine, entre guillemets, avec leur femme et leur maîtresse. Vous voyez, ça peut pas se faire dans les semaines et dans les 2 premiers mois là qui suivent. Mais je veux dire, si ça se fait pas non plus, on va dire, je vais laisser un peu large, mais dans la première année, en général, ça se fait pas non plus. Parce qu'après, c'est... c'est ce que je lui ai dit, je lui ai redemandé, je lui ai dit, mais tu as l'intention de vraiment, je lui ai dit, de te séparer d'elle, je lui ai dit dans les mois qui arrivent, parce que je lui ai dit, j'attendrai pas, je lui ai dit, je vais pas m'amuser. Non, et en même temps, vous ne pouvez pas exiger au bout de 3 mois qu'il se sépare d'elle non plus, vous voyez, donc bon. Oh non. C'est pas ça, c'est que dire, il me décrit, il m'a parlé dimanche, il m'a dit alors ça bien sûr c'est dire, on n'est plus dans la même chambre, il se passe plus rien. Donc c'est toujours je dis oui, je dis mais si c'est ça, alors je dis pourquoi vous continuez, je dis face à vos enfants, étant divorcée, je sais très bien comment sont touchés les enfants. Je dis c'est pas une situation. Ils ont quel âge les enfants? Il a 14 et 16 ans. Vous savez, les enfants ont bon dos dans ces histoires-là. Ce sont toujours les mêmes arguments avancés. Il est possible qu'ils ne fassent chambre à part, comme ça peut ne pas être le cas non plus. Mais bon, effectivement, en thérapie, on entend parfois des couples où l'homme ou la femme dire qu'il ne se passe plus rien sexuellement dans leur couple. Pour autant, c'est pas parce qu'il se passe plus rien sexuellement qu'il ne se passe plus rien dans leur vie. Le côté je ne me sépare pas parce que j'ai peur pour les enfants de leur faire du mal. Oui, il y a une culpabilité derrière, il y a une culpabilité, une difficulté à se séparer de la vie qu'ils ont construite, mais au fond il y a une difficulté, ils ont du mal à affronter ce qu'ils ont du mal à affronter par eux-mêmes, ils le déplacent sur les enfants. C'est plus simple.
Parce que socialement, c'est plus accepté aussi. Ah oui. Voilà, c'est plus accepté de dire oui, c'est même par la maîtresse de dire tu comprends, je ferai trop de mal aux enfants. Ils espèrent toucher la mère qui sommeille en chaque femme. Hein. Bon, le problème est plus complexe que cela. Allez, un petit message, le dernier de Chaudron de la Barre qui dit « Moi qui ai longtemps fréquenté ce genre de site, tiens, on en apprend des choses, et qui suis allée de désillusion en déception et autres faux semblants, j'ai passé ce soir une excellente soirée avec quelqu'un passé dans la vraie vie. Rien ne vaut les rencontres dans la vie réelle, ne croyez pas ce prometteur de beaux jours. Vivez dans la vraie vie, ne vous fermez pas aux belles surprises que la vie est toujours susceptible de nous réserver. Bon courage à vous, douce nuit à tous les auditeurs. » Mais on cherche Chaudron de la Barre, vous savez, Sophie l'a rencontré dans la vraie vie. Et oui, malheureusement. Donc, bon, c'est pas seulement du virtuel, cette histoire. Il aurait peut-être mieux valu que ça reste virtuel, là, pour le coup. Et puis, vous savez, dans la vraie vie, on peut avoir aussi des surprises parce que y a des personnes aussi qui avancent masquées. On peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un et ne pas savoir du tout qui est cette personne. On est aveuglé par un coup de foudre. Hein. Je l'ai vécu, ça. Une rencontre vraie. Oui, évidemment. Voilà. Ouais, et j'en ai souffert après. Bon. Donc, comme quoi. Bon, Sophie, allez, on espère que ce ne sera pas les malheurs de Sophie que vous nous raconterez la prochaine fois. Hein. À bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Maya Barsoni, point virgule. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous m'appelez parce que vous avez appris aujourd'hui... Alors, je vous appelle parce qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'étais enceinte. Oui. J'ai déjà 2 petites filles, 13 ans et 8 ans. Oui. Et j'ai eu une autre grossesse où j'ai fait une interruption volontaire. Oui. Qui s'est très mal passée dans le sens que le gynécologue a été très très dur avec moi. Étant donné que j'avais déjà 2 enfants, il n'a pas compris pourquoi je ne voulais pas du 3e. Donc, quand je suis allée le voir après avoir fait mes analyses de sang, il n'a rien trouvé de mieux que de me montrer le fœtus en me disant « Vous voyez ce que vous vous apprêtez à faire ?» Donc, je l'ai très mal pris. Oui. J'ai très mal pris. Oui. Et puis, j'avais 1 heure de route, j'ai passé mon temps à pleurer. Pour la petite histoire, c'est que mon mari est toujours en déplacement. Donc, je lui l'avais appris par téléphone. Mes 2 enfants n'étaient pas là, donc j'ai appris ça le mercredi. Le mercredi soir, j'avais réussi à obtenir un rendez-vous chez le gynécologue. Le vendredi, j'avais rendez-vous chez l'anesthésiste, parce que je suis quelqu'un quand même qui a pas mal de tempérament. Oui. Donc j'avais pris la décision de ne pas le garder. On en avait pris la décision tous les 2 au téléphone, on le savait déjà. Le mardi, je devais faire, comme j'étais un petit peu avancée dans la grossesse, je ne pouvais pas respecter les délais de 7 jours. Donc le mardi, j'avais rendez-vous pour le dernier rendez-vous avant l'IVG. J'avais une amie qui devait prendre mes enfants, qui m'a fait faux bon ce jour-là, qui s'est permis de me juger. Donc j'ai dû emmener mes 2 enfants chez le gynécologue. Bien entendu, je les ai laissés à la salle d'attente. Oui. Et j'ai pris la décision, je suis ressortie sans rien montrer à mes enfants. Et puis l'interruption de grossesse a eu lieu. Ma foi, physiquement, ça s'est bien passé. Hein. Mais du point de vue accompagnement psychologique, ça s'est très mal passé. C'était difficile. C'est très difficile. De toute façon, l'attitude de ce médecin est scandaleuse, hein, parce qu'il n'avait pas à imposer son point de vue. On voit bien qu'il y avait une démarche très idéologique, c'est-à-dire à une femme qui vient faire une demande d'interruption volontaire de grossesse, quand bien même déjà on évite l'échographie, s'il y a lieu d'une échographie, on ne lui montre pas l'embryon. Hein. Ah il m'a montré. Oui, mais c'était à 10 semaines, c'était déjà formé. C'était une façon de vouloir peser sur votre décision. Or, c'était quand bien même vous aviez 2 enfants, il avait à respecter votre choix et votre décision. Voilà, surtout que j'avais quand même bien réfléchi, j'avais 2 enfants. Oui, il n'avait pas à vous faire la leçon ou la morale. Hein.
Voilà, j'ai une vie active, très très active, si vous voulez. Moi, je pars du principe que quand on veut un enfant, faut déjà le vouloir et avoir le temps à lui consacrer, temps à lui consacrer. Oui. Pour moi, c'est primordial. Donc, en plus, mon amie de 20 ans, mon amie, celle qui m'a fait faux bond, s'est permis de me juger par la suite en me disant de toute façon, tu n'as besoin que de moi dans ces moments-là. Bon, j'ai dit, c'est pas comme ça que je conçois l'amitié. Bon, si vous voulez, je n'ai pas parlé. Mon mari, lui, a vu que je prenais très très mal. Il m'avait même proposé avant l'IVG, il me dit, écoute, si ça va vraiment pas, ma puce, il dit, écoute, on le garde. Moi, je veux pas que tu t'écroules. Bon, je savais que c'était pas raisonnable que de le garder, donc je suis quand même allée. J'ai outrepassé mes capacités. Donc, et là, ça a été comme un peu une descente aux enfers parce que beaucoup de choses se sont enchaînées. 1 an pratiquement, jour pour jour, mon mari a eu un grave accident de travail. Bon, il s'est rétabli, mais bon, ça a été un gros choc pour moi. Et l'année suivante, j'ai fait une dépression, comme ça, la totale. Donc ça en arrive en 2009. Et là, je viens de découvrir que je suis de nouveau enceinte, malgré la prise de la pilule dans les 2 cas. Et plusieurs fois, j'avais vu des gynécologues leur demandant, mais mettez-moi sous un autre mode contraceptif de manière à ce que je sois rassurée, parce que en l'espace de 2 ans, 3 ans, je dirais, j'ai quand même fait plus de 20 analyses de sang pour être sûre de ne pas être enceinte, voyez-vous. Vous avez une angoisse, oui. Oui, j'ai une angoisse. Peut-être qu'elle n'est pas assez dosée, qu'il y a des intervalles. Effectivement, il y a des pilules. Si vous avez des pilules microdosées, il faut bien respecter les intervalles. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Oui, mais vous savez, on est toutes pareilles. On a tous nos vies. Bon, moi, mon mari est artisan, donc je mène une vie vraiment très, très intense. Oui, mais c'est compliqué. Donc, vous pourriez avoir un moyen de contraception plus adapté. Vous avez là aussi, faudrait voir avec votre médecin. Mais je suis obligée de changer parce que personne ne me prend au sérieux de toute façon. Donc j'ai même opté, si vous voulez, je suis prête à opter pour la ligature des trompes, voyez-vous. Carrément la méthode radicale. Oui, mais là, quel âge avez-vous ? 40 ans. Je vais avoir 40 ans. Oui. Mais bon, pourquoi pas, hein, mais si vous voulez, ça ne va pas que personne ne vous prenne au sérieux. Vous devriez pouvoir trouver un médecin qui soit à l'écoute et qui prenne en compte votre demande. Vous êtes dans une petite ville ? Vous êtes dans quelle région ? Je suis en Bretagne. Oui. Je suis en Bretagne et là, voyez-vous, quand j'ai découvert aujourd'hui que j'étais enceinte, encore, je suis allée de moi-même faire une prise de sang. Oui. Donc là, j'ai pris de nouveau rendez-vous avec un gynécologue. Et là, j'ai exigé que ce soit une femme. Oui. Et donc j'ai rendez-vous vendredi, mais ma hantise, voyez-vous, c'est que je sais que je ne veux pas le garder, ce bébé. Parce que son sexe ne protège pas. Vous savez, vous pouvez tomber sur une femme qui peut ne pas forcément être très respectueuse. Hein. Le sexe ne protège pas toujours. Hein. Non, mais je vous le dis. Je suis d'accord. Et un planning familial au sein d'un hôpital, enfin, alors après, renseignez-vous peut-être sur, voyez, quelqu'un d'un peu tolérant. Bon, il faut malheureusement que je vous quitte, Morgane, mais parce qu'on arrive à la fin de cette émission, prenez rendez-vous pour demain et rappelez-moi, donnez-moi de vos nouvelles un prochain soir, d'accord ? D'accord. Donnez-moi de vos nouvelles, on va voir. D'accord. À bientôt. À bientôt. Merci.